Bon, alors voilà, je vais vous parler de l'importance de la nature colloïdale, donc ce que Jean-Yves va commencer à vous expliquer, dans l'activité thérapeutique du miel. Donc j'ai divisé mon intervention en deux parties. Dans une première partie, on va poser les bases un peu de ce qu'est un colloïde, parce qu'il faut savoir à peu près de quoi on parle. Et vous allez voir que des colloïdes, il y en a tout plein, et puis on en connaît tous. Donc voilà, on va voir un peu les frontières étroites, comme disait Jean-Yves, de la stabilité des colloïdes, comment on peut perdre cette stabilité, etc. Et puis quand on aura vu, disons, un peu ces généralités sur ce qu'est un colloïde, on reviendra au miel, en regardant, en fonction de sa composition, pourquoi c'est un colloïde, en fait. Et puis on prendra comme exemple le cas de la cicatrisation au miel, qui est très connu, Jean-Yves l'a évoqué, et que beaucoup de gens pratiquent, y compris en France, à Limoges. Et on verra justement l'importance de cet état colloïdal dans les processus de cicatrisation. Donc en clair, les opérations apicoles qu'il faut exclure quand on veut avoir un miel de qualité apithérapique. Puisque là, on est bien d'accord, on parle de miel de qualité apithérapique, on ne parle pas de miel qui est bon au goût, on parle d'avoir une activité optimale, en fait, sur les processus de cicatrisation. Et vous verrez que la nature colloïdale joue un grand rôle, justement, dans ça. Donc, pour commencer, une petite définition. Donc, qu'est-ce qu'un colloïde? Alors vous allez voir, après on prendra des exemples, on en connaît tous. Le mot vient du mot grec kolla, qui veut dire colle, justement. Étymologiquement, c'est une colle. Et en fait, fondamentalement, c'est la suspension de particules, pas forcément solides, mais de particules, dans un liquide en général. Donc il y a un système à deux phases. Le cas le plus typique, c'est vous avez un solvant et vous avez un soluté, des particules qui sont dissoutes dans le solvant. Et d'entrée, je le précise, on va voir ça sur d'autres diapos, la taille des particules dispersées joue un grand rôle justement dans le fait qu'on ait une structure colloïdale stable. Donc, si vous voulez, on va se situer avec le colloïde entre ce qu'on appelle les solutions vraies et les suspensions. Et c'est la taille des molécules en partie qui va déterminer ça. Je m'explique. On va prendre le cas des solides, parce que c'est le cas le plus simple. Après, on va voir sur des tableaux, on peut avoir toutes les phases qu'on peut imaginer. Mais on va prendre le cas d'un solvant et d'un soluté. Si les particules solides du soluté sont inférieures au nanomètre. Le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, pour ceux qui ne le savent pas. À ce moment-là, on va obtenir ce qu'on appelle une solution vraie, c'est-à-dire que chacune des particules va être dispersée dans le solvant, d'accord, et il ne va pas y avoir d'interaction particulière entre ces particules. Ok ? Donc ça, c'est d'un côté le domaine des solutions vraies. Bon, si au contraire, de l'autre côté, la taille des particules du soluté est supérieure au micron, à ce moment-là, on va avoir une suspension. Bon, on connaît des suspensions, on voit les particules à ce moment-là, ça se voit à l'œil, qui sont en suspension dans le solvant. Eh bien, le monde des solutions colloïdales se situe entre les deux. Ça veut dire en clair qu'on ne peut avoir des solutions colloïdales qu'avec des particules dont la taille est variable entre le micromètre et le nanomètre, le millionième et le milliardième de mètre. Et ça, c'est une première condition absolument indispensable. On va voir un peu plus loin pourquoi cette taille des particules est très importante. Quand on regarde maintenant les propriétés d'une solution colloïdale, comme ça, on va avoir dans ces solutions colloïdales des propriétés totalement inhabituelles
et en particulier au niveau des interfaces, au niveau des relations entre les particules et le solvant. Et cela vient du fait, en fait, que vu que la taille des particules est très petite, inférieure au micromètre, c'est quand même très petit, plus on divise un solide, plus les particules sont petites, plus la surface augmente. D'accord ? Puisque la surface augmente au carré. Et plus la surface augmente, tous les phénomènes biologiques sont proportionnels aux surfaces. Donc plus vous avez une surface d'interface grande, plus vous allez avoir tendance à avoir des effets biologiques intenses. D'accord ? Parce que tout simplement, cette surface en fait d'interface est très importante entre les particules et le solvant. Donc dans le cas des colloïdes, on va être typiquement dans ce domaine-là, où on va avoir des propriétés tout à fait particulières qu'on n'aurait pas, par exemple, avec une solution vraie. Et on va y venir. Donc on va prendre quand même quelques exemples, parce que c'est bien de voir qu'est-ce que c'est qu'un colloïde, et puis vous allez voir, on en connaît tous. Alors il y a déjà quelque chose qui nous concerne directement, c'est le plasma sanguin. On a tous dans nos veines du plasma sanguin. Donc en clair, quand on parle de plasma sanguin, c'est pas les globules rouges, c'est pas les cellules du sang, mais c'est ce qui est le solvant, si vous voulez. Eh bien, le plasma sanguin est typiquement une substance colloïdale. Le plasma sanguin contient des éléments minéraux, des ions et des particules dissoutes qui sont dans le domaine de taille dont je vous parlais. Et par exemple, le premier cas donc d'un colloïde, c'est le plasma sanguin. Après, il y a aussi, vous connaissez tous le lait. Le lait aussi, c'est pareil. C'est une émulsion. Mais dans le cas du lait, c'est pareil. Les particules qui sont en suspension, les particules grasses, en fait, qui sont en suspension dans le lait, en fait, forment une solution colloïdale. Et on voit le domaine très étroit des propriétés déjà. Jean-Yves l'évoquait. Quand le lait tourne, quand on dit que le lait tourne, n'est-ce pas ? Vous voyez bien que dès qu'on va varier la température ou dans des conditions de conservation particulières, on va très rapidement perdre l'état colloïdal et on va avoir ce qu'on appelle le lait caillé. On va avoir des phénomènes de précipitation qui, dans ce cas-là, vont être irréversibles. Donc, après, dans le monde naturel qui nous entoure, on peut obtenir des solutions colloïdales avec des polysaccharides, avec des sucres. Donc, par exemple, les pectines des hémicelluloses qui sont contenues dans la pomme, par exemple, dans les pépins de pomme. Ces pectines vont donner en solution aqueuse une solution colloïdale. On va avoir la même chose avec des protéines. C'est le cas de l'ovalbumine ou de la gélatine. Et ces propriétés de suspension colloïdale vont être mises en profit en cuisine pour faire des flans ou des gelées. En général, les flans ou les gelées, vous faites des opérations chimiques qui sont dans le cadre précis d'obtenir une solution colloïdale et vous obtenez un état colloïdal. Après, on peut avoir aussi des glucides de haut poids moléculaire, comme l'amidon ou la cellulose, qui vont donner des suspensions colloïdales. Et puis, on a aussi des métaux qui en solution peuvent donner des suspensions colloïdales. C'est le cas de l'or et de l'argent. Et probablement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'argent colloïdal, puisque bon, on est dans des milieux plutôt branchés par la naturopathie, disons en gros. Eh bien, l'argent colloïdal, c'est justement c'est une suspension de particules d'argent dans un milieu liquide et qui rentre dans la taille de particules. Donc, l'état de dispersion de l'argent en milieu liquide est un état colloïdal. Et déjà, vous voyez que l'argent colloïdal a des propriétés particulières, justement utilisées en thérapeutique. Eh bien, c'est lié justement à cet état colloïdal. Et puis, il y a tout le vaste monde des tensioactifs et autres substances chimiques, les détergents par exemple, qui forment aussi des suspensions colloïdales, mais dans ces cas-là, elles sont dites micellaires, c'est-à-dire qu'ils se forment des micelles. Et c'est des propriétés qui sont mises, si vous regardez à peu près toutes les crèmes cosmétiques produites, y compris dans les biocopes, qui sont d'infâmes mélanges d'acides gras, de ceci, de cela, que des composés reconstitués.
Eh bien, en fait, l'état, c'est d'obtenir par les tensioactifs. Vous savez, il y a une partie qui est hydrophobe et une partie qui est hydrophile. Un tensioactif, si vous voulez, il y a une partie de la molécule qui se lie à l'eau et une partie qui la repousse. Et les propriétés de tensioactifs, justement, viennent de la présence de ces deux parties dans la même molécule. D'accord ? Donc, quand vous mettez ça dans de l'eau, vous allez avoir un effet de surface, en fait, qui va se produire. Et c'est ça qui produit l'effet détergent, le fait que quand on prend ces tensioactifs, on décroche la saleté, parce qu'en fait, justement, on agit au niveau des propriétés de surface qui collaient la saleté. Les tensioactifs vont décoller la saleté, quoi, en gros, en interférant avec ces interactions.